Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de chimie proposé par Optimal Subsp. On se retrouve aujourd'hui pour parler des substitutions nucléophiles, donc de la chimie organique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux substitutions nucléophiles? Alors les substitutions nucléophiles font partie des réactions organiques qui sont les plus couramment utilisées en synthèse organique et qui ont le mérite d'être assez simples à comprendre et de permettre de bien transmettre les concepts de base de nucléophilie et d'électrophilie aux étudiants qui commencent l'étude de la chimie organique. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les généralités à propos de ces substitutions nucléophiles, qu'est-ce que c'est qu'une substitution, qu'est-ce que veut dire nucléophile. Dans un second temps, nous verrons qu'il existe en fait deux mécanismes différents, puisqu'il est très important en chimie organique de savoir comment se déroule la réaction au niveau microscopique. Donc nous verrons les deux mécanismes, le bimoléculaire puis le monomoléculaire, pour enfin voir dans une dernière partie la compétition qui existe entre ces deux mécanismes. Alors, pour les généralités, qu'est-ce qu'un nucléophile? Un nucléophile, c'est une espèce porteur d'un doublet non liant, c'est-à-dire qui peut se représenter sous en gros, ces trois formes-là. On peut avoir un nucléophile chargé moins, un nucléophile neutre ou un nucléophile avec un atome d'hydrogène. On peut citer comme exemple, typiquement, les groupements amines, les groupements alcool ou les groupements alcoolates, qui font donc partie de ces trois catégories. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces réactions de substitution de nucléophiles, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on remplace un groupe par un autre. Typiquement, regardons ce premier exemple. Qu'est-ce qui se passe? On remplace en fait ce groupement brome, ici, par ce groupement-ci, là. Donc, pour faire ces réactions de substitution nucléophile, on a besoin d'un nucléophile et d'un nucléofuge, ou encore appelé groupe partant, c'est-à-dire une espèce qui est susceptible de se détacher de la molécule. On peut citer par exemple les groupements OTS, les halogènes, les groupements OH2+, ou les groupements NR3+, qui sont de bons groupes partants. Alors, je voudrais tout de suite poser cette règle empirique qui est très importante, qui va vous suivre dans toute la chimie organique que vous allez voir en classe préparatoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une règle empirique, il n'y a pas de loi qui montre ça, mais plus le pK du groupe partant est faible, meilleur est ce groupe partant. Ce qui sous-entend en fait qu'on fait le lien entre la basicité et la nucléophilie d'une espèce. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais en général, c'est un bon indicateur. Typiquement, un groupement, si jamais on voulait faire partir un groupement OH, son pK, donc qui serait OH, son pK serait de l'ordre en fait de 14, ce qui est donc un mauvais groupe partant. Ici, on a 9, ici, on a 0. Pour les halogènes, on est dans le négatif, et ici aussi. Donc plus les pK sont bas, meilleurs sont les groupes partants. Je vous ai présenté trois exemples de réactions de substitution nucléophile, un pour chaque type de nucléophile, qui vous montrent que ces réactions fonctionnent plutôt bien, puisqu'on a des rendements qui sont tout à fait corrects, et qui font intervenir différents types d'électrophiles. Alors là, on est plutôt sur des halogénoalcanes, mais qui font surtout intervenir différents types de nucléophiles. Alors, ce qui se passe, c'est que dans certaines de ces réactions, qu'on ne voit pas sur ces exemples-là, mais au niveau stéréochimique, on a une inversion de la configuration au niveau du carbone asymétrique. Je vous réfère au cours de stéréochimie qui est aussi proposé. On a une inversion de la configuration du carbone asymétrique ici, dans certains cas, alors que dans d'autres, on assiste à une racémisation du milieu pendant la réaction. Ce qui veut donc dire qu'un seul mécanisme ne peut pas être en jeu puisqu'on obtient deux résultats différents. Donc c'est pour cela qu'on va étudier les deux types de mécanismes qui en fait peuvent être proposés pour ces substitutions nucléophiles, la SN1 et la SN2. Alors, commençons par la SN1. La loi de vitesse expérimentalement, on montre que pour des substrats de type primaire, c'est-à-dire des substrats possédant 3 atomes d'hydrogène et un groupement R, avec le carbone ici, sur des substrats de ce type-là, on observe majoritairement des lois de vitesse du type KRX fois la concentration du nucléophile. Ce qui nous donne donc des lois d'ordre 2, 1 par rapport à chacun des réactifs, d'où le nom de mécanisme bimoléculaire. Substitution nucléophile d'ordre 2. Maintenant, ce qu'il faut, c'est imaginer un mécanisme dont l'étape cinétiquement déterminante, c'est-à-dire celle-ci, ferait intervenir deux molécules à la fois. Et en fait, la meilleure façon de faire
pour remplir ces conditions, c'est d'avoir en fait une réaction concertée, donc en une seule étape, avec l'attaque du nucléophile ici, le départ du nucléofuge comme ceci, et on a bien l'intervention des deux molécules, ce qui suit bien la loi de vitesse proposée. Alors, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est le profil énergétique de ce type de réaction. Qu'est-ce qui se passe? On a les réactifs, les produits, qui sont plus stables que les réactifs, et en fait on a un seul état de transition, puisque c'est une réaction qui se fait en une seule étape, qui est représentée donc ici, l'énergie d'état de transition. L'énergie d'activation nécessaire à la réaction est représentée ici. Vous verrez par la suite que ça peut être très intéressant de voir quels sont les chemins réactionnels que prennent les réactifs pour voir quel est le produit majoritaire d'une réaction. Alors, ici vous avez en ordonnée l'énergie potentielle et en abscisse la coordonnée réactionnelle. La coordonnée réactionnelle, c'est une grandeur mesurable qui permet de suivre la réaction. Typiquement, la distance entre le carbone ici et l'halogène ici. Plus la réaction avance, plus cette longueur augmente, ce qui pourra nous permettre de faire un suivi. Mais on pourrait aussi très bien l'avoir pour la distance O et ce carbone. C'est tout à fait possible aussi. Alors, maintenant on va s'intéresser en fait au fait que, comme vous pouvez le voir ici, on a une inversion de la configuration. Cette inversion de la configuration que l'on observe quasiment systématiquement dans les SN2, elle est appelée inversion de Walden. Alors, cette inversion de Walden, on voit ici qu'on a l'inversion du centre stéréochimique. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est dans la grande majorité des cas, donc vous pouvez retenir ce résultat. Et ce qu'on voit, c'est qu'en partant du R, on obtient le S. Si jamais j'étais parti de l'autre composé, j'aurais obtenu l'autre énantiomère. Donc en fait, cette réaction, ce qui se passe, c'est qu'elle est stéréospécifique. Alors, pourquoi cette réaction est stéréospécifique? Donc on va s'intéresser à l'état de transition, et cet état de transition, on peut le représenter comme ceci. Donc on a l'approche du nucléophile sur, en fait, l'alcane qui est devenu localement plan, comme ceci. Et en fait, pour des raisons, d'ailleurs, cet état de transition est chargé négativement, et pour des raisons qui sont en fait stériques et orbitalaires, le nucléophile doit forcément attaquer en anti de la liaison C-halogène. Donc forcément comme ceci. Donc s'il doit attaquer forcément comme ceci, on se rend compte que c'est de là que provient cette réaction, cette stéréospécificité de la réaction, puisque quelle que soit la position de la fonction halogéno-alcane, on aura forcément l'approche en anti, et donc l'inversion de stéréochimie. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette réaction? Première chose, c'est une cinétique qui est d'ordre 2, c'est une réaction qui se fait en une seule étape élémentaire, attention à ne pas se tromper avec le titre, le 2 voulant dire que la réaction est d'ordre 2, mais ne se fait qu'en une seule étape élémentaire, et c'est une réaction qui est stéréospécifique et qui présente l'inversion de Walden. Maintenant, on va s'intéresser aux réactions avec des mécanismes monomoléculaires SN1, où on va assister à une racémisation du produit quand on fait des réactions de ce type-là. Après avoir vu le mécanisme bimoléculaire, nous allons maintenant nous intéresser au mécanisme monomoléculaire. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quand on a fait des études de cinétique en fait sur des substrats qui étaient donc tertiaires, à l'inverse de tout à l'heure où on faisait les réactions sur des substrats qui étaient plutôt primaires, donc les substrats tertiaires, c'est des substrats de ce type-là, avec R1, R2, R3, des groupements alkyles. Si on étudie la cinétique de réaction de substitution nucléophile sur des composés de ce type-là, en fait, on se rend compte que la cinétique, elle est d'ordre 1 globalement, c'est-à-dire d'ordre 1 par rapport à l'halogéno-alcane, comme ici, et d'ordre 0 par rapport au nucléophile. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mécanisme réactionnel qui donnerait lieu à une telle loi de vitesse? Cette loi de vitesse nous dit que l'étape cinétiquement déterminante ne fait intervenir que l'halogéno-alcane. Donc il nous faut un mécanisme réactionnel, probablement en 2 étapes ou plus, qui dans la première étape dont la première étape sera l'étape cinétiquement déterminante. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme mécanisme? On prend ici notre réactif de départ.
Donc un groupement phényl, I, ici. Et donc il faut une première étape juste avec cette espèce. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va perdre, en fait, par une réaction d'élimination, en fait, on va perdre l'halogénoalcane dans un premier temps. Ce qui va conduire à un carbocation, en fait. Et ce carbocation, c'est en fait c'est une espèce qui est très instable, qui va ensuite capter rapidement le nucléophile, qui est ici l'ammoniac. Pardon. Alors, on est ici, prenons par exemple le premier. Et on obtient ensuite le produit dans une dernière étape qui est classique pour tous les nucléophiles portant un atome d'hydrogène et un doublet non liant. En fait, on va perdre un proton H+, dans une réaction acido-basique. Ici, on a une réaction d'addition nucléophile. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On obtient le produit qui nous intéresse, NH2 plus H+. Donc là, j'ai représenté ici qu'un seul des deux stéréoisomères qui se forment, puisque dans cette réaction, on forme autant en proportion de ce produit-là que de ce produit-là. Alors, ça c'est le mécanisme de la SN1. Juste cette partie-là. Cette partie-là, elle est dépendante du nucléophile. Si jamais j'avais pris un nucléophile pas neutre, mais chargé, on n'aurait pas eu cette dernière étape. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de regarder ici? Alors, première chose, on a cette loi de vitesse. Cette loi de vitesse, en appliquant le principe de Bose-Einstein, ou l'approximation des états quasi-stationnaires, à ce mécanisme, ici, si on l'applique et qu'on fait quelques approximations, on peut retomber sur l'expression de cette vitesse. Ça se fait assez facilement avec le cours de cinétique. Je vous encourage à aller le voir et à essayer de faire cette démarche, mais ça se fait très bien. Alors, ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le profil énergétique. Alors, quel est le profil énergétique d'une telle réaction qui fait intervenir un intermédiaire réactionnel? Parce que c'est comme ça que s'appelle le carbocation. Intermédiaire réactionnel. Donc c'est un minimum local sur la surface d'énergie potentielle représentée ici. Donc la première étape, c'est l'addition, en fait c'est le départ de l'halogénoalcane, donc le départ du groupe partant, qui va nous permettre de former le carbocation, d'arriver ici à l'intermédiaire réactionnel. On a notre énergie d'activation qui est représentée ici. Puis, une deuxième étape, avec une deuxième énergie d'activation, va nous permettre d'arriver jusqu'à nos produits. Maintenant, ce qui serait intéressant d'expliquer, c'est ce résultat stéréochimique. On a vu dans la SN2 que cette réaction était complètement stéréospécifique. Maintenant, le souci, c'est que ce qu'on voit ici, c'est que ça ne l'est pas du tout, puisqu'on obtient 50% du stéréoisomère R et 50% du stéréoisomère S. Donc cette réaction n'est apparemment pas stéréosélective, pas stéréospécifique, ni même stéréosélective. Donc d'où est-ce que ça vient? Regardons en fait notre intermédiaire réactionnel ici. Cet intermédiaire réactionnel, si on lui applique la théorie VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici AX3, puisqu'il y a 3 substituants sur ce carbone, et on n'a pas de doublet non liant. Ça nous donne une géométrie qui est plane. Cette géométrie plane, qu'est-ce qu'elle induit? Le nucléophile, il a le choix entre
on a notre carbocation, et le nucléophile, il a juste à choisir s'il vient de ce côté-là ou de ce côté-là. Mais comme c'est plan, on a équiprobabilité d'addition du nucléophile sur la face du haut ou la face du bas. C'est pour ça qu'on obtient 50% par attaque sur la face du haut et 50% par attaque sur la face du bas. Donc cette réaction, elle est non stéréosélective. Ce qui fait donc une grosse différence avec la SN2. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette réaction? La cinétique est d'ordre 1, 0 par rapport, d'ordre 1 global, 0 par rapport au nucléophile, 1 par rapport à l'halogénoalcane. Et on a deux étapes élémentaires, ici. Première étape, départ du nucléofuge, puis addition du nucléophile dans une deuxième étape. Et cette réaction, elle est non stéréosélective. Alors, jusqu'ici, je vous ai présenté les deux mécanismes séparément, puisque l'un et l'autre sont, comme nous venons de le voir, très différents. Mais ce qui se passe en pratique, c'est que souvent, dans une réaction de substitution nucléophile, on a un mélange des deux, ou tout du moins, au moins l'une des deux qui est majoritaire sur l'autre. Donc dans notre dernière partie, nous allons voir quelle est la compétition entre ces mécanismes, et voir quels sont les paramètres qui influent sur la prédominance de l'un ou de l'autre. Alors, intéressons-nous maintenant à la compétition entre ces deux mécanismes, comme nous venons de voir qu'il était possible de rencontrer. Alors, premier paramètre important, c'est la classe de l'halogénoalcane, donc la classe de l'électrophile, la molécule portant le groupement partant, et l'encombrement. Alors, pour les substrats qui sont primaires et secondaires, la réaction SN2 est en général beaucoup plus rapide que pour la SN1. Alors que dans le cas des substituants tertiaires, l'effet est complètement inverse. On notera aussi que les espèces stabilisant le carbocation qui se forment lors de la SN1 favoriseront grandement la réaction SN1. J'ai repris ici l'exemple que nous venons de voir dans la partie précédente, et ce groupement n'a pas été choisi complètement au hasard en fait, c'est parce que ce groupement-là est un groupement stabilisateur du carbocation. Comment est-ce que ça se passe? On peut dessiner en fait des formes mésomères du groupement phényl qui se délocalisent qui délocalisent la charge électronique du groupement phényl vers le carbocation, ce qui permet en fait de le stabiliser puisque la charge plus est complètement délocalisée sur la molécule. Je n'ai représenté ici qu'une seule des formes mésomères pour vous faire comprendre ce qui se passe, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour ce qui est de la justification du pourquoi est-ce que les groupements tertiaires préfèrent réagir selon des SN1, c'est parce qu'en fait, les groupements alkyles, quand on les dessine, prenons chacun de ces groupements a en fait, par un effet qui s'appelle l'hyperconjugaison, mais qui est hors programme en classe préparatoire, par effet d'hyperconjugaison, en fait, on a cet effet d'hyperconjugaison, on pourrait le raccrocher à un effet inductif donneur, un petit effet inductif donneur qui, en fait, plus les groupements sont longs, sont gros, volumineux, et plus on a de densité électronique qui va venir stabiliser ce carbocation. Ce qui fait que, en fait, ces composés-là réagissent beaucoup plus vite que ceux qui sont simplement secondaires ou primaires lors des SN1, puisque ici on n'a que deux effets donneurs et deux petits effets donneurs, alors qu'ici on en a trois. Et donc le carbocation est plus stabilisé dans ce cas-là, ce qui peut conduire à des SN1. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la nature du nucléophile. Dans le cas de la SN1, comme nous l'avons vu, la concentration du nucléophile, donc sa force, n'a aucune importance puisqu'il n'intervient pas dans l'étape cinétiquement déterminante. Par contre, dans le cas de la SN2, la réaction est beaucoup plus rapide avec un nucléophile fort. Donc plus le nucléophile est fort, plus on va avoir tendance à faire des SN2. Alors que des nucléophiles très faibles auront grandement tendance à faire des SN1. Alors, j'ai dressé ici un petit tableau de quelques nucléophiles classiques qu'on rencontre en chimie organique. RS- et I- font partie des nucléophiles qui sont les plus forts. RO-, CN-, Br- font partie des nucléophiles qui sont assez forts. NH3Cl- qui sont forts, pardon. NH3 et Cl- font partie de la catégorie des nucléophiles assez forts, puisque l'azote, par son doublet non liant, est assez nucléophile. F- et les carboxylates sont des nucléophiles médiocres, et H2O et ROH sont des nucléophiles très faibles. Ils réagiront quasiment systématiquement par des réactions de SN1 si jamais ils sont engagés dans des réactions de substitution nucléophile.
Jetons maintenant un coup d'œil au solvant, parce que le choix du solvant est très important pour différencier ces deux types de mécanismes. Si jamais on choisit un solvant polaire et protique, on va plutôt avoir tendance à faire des SN1. Alors pourquoi ? En fait, le solvant polaire va avoir tendance à stabiliser, comme il est polaire, donc à séparation donc son moment dit polaire, donc plutôt une molécule à séparation de charge, va avoir tendance à entourer le carbocation et à le stabiliser. Alors que le solvant protique va avoir tendance, lors du mécanisme SN1, lorsqu'on a le départ du groupement partant, au moment du groupement partant, si le solvant il est protique, ça veut dire un solvant protique, c'est un solvant qui est donneur de protons. Imaginons un alcool. Ici, par une liaison hydrogène entre le chlore et l'hydrogène, on va avoir tendance en fait à tirer ce groupement et en fait à favoriser la formation du carbocation. Et le carbocation conduit à une réaction de type SN1. Ensuite, si on choisit un solvant aprotique et polaire, on va plutôt favoriser les SN2. Alors pourquoi ? Un solvant polaire va en fait avoir tendance à dissocier l'halogénoalcane, en fait quel qu'il soit, puisque si on choisit n'importe quel halogénoalcane, un solvant polaire va avoir tendance à exacerber la différence de charge entre ces deux-là, et donc à aider au départ de cette espèce. Donc il va aussi favoriser, puisque dans la première étape, on a bien cette espèce qui est mise en jeu, et le solvant polaire, dans le sens où, si jamais on travaille avec un nucléophile neutre, on va avoir polaire, c'était expliqué. Par contre, aprotique, pourquoi est-ce qu'on choisit un solvant aprotique ? Parce que si on choisit un solvant qui serait protique, on va avoir tendance en fait à limiter la nucléophilie du nucléophile en fait. Si jamais je veux additionner, imaginons NH3, et que je mets dans le milieu, je ne sais pas, si jamais je mets dans le milieu un solvant protique type de l'eau, on va probablement avoir certaines réactions acido-basiques parasites, comme ceci, qui vont en fait avoir tendance à limiter sa nucléophilie et donc à limiter la réaction de type SN2. C'est pour ça qu'on choisit des solvants aprotiques, ce qui permet d'exacerber la nucléophilie de ces espèces et donc de favoriser la réaction SN2. Il ne nous reste maintenant plus qu'à voir les nucléofuges. Alors, les nucléofuges, il n'y a pas vraiment de règles, ils importent peu dans le type de réaction qu'on va avoir, dans le type de mécanismes qui vont être mis en jeu. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que dans la famille des halogénoalcanes, quand on remonte dans la classification périodique, ce signe-là voulant dire que celui-ci réagit plus rapidement que celui-ci, qui réagit plus rapidement que celui-ci, si on remonte dans la classification périodique, on a une réactivité qui est moindre, et en fait ceci est contraire à l'évolution habituelle que l'on connaît en fait de l'électronégativité, qui monte elle quand on monte. Donc si jamais on allait dans ce sens-là, celui-ci, le chlore étant plus haut dans la classification périodique que l'iode, cette espèce-là devait être plus réactive, mais comme c'est l'inverse, en fait c'est la polarisabilité qui justifie cette évolution. La polarisabilité, c'est l'aptitude du nuage électronique à se déformer à l'approche ou sous l'approche d'un nucléophile. Donc là, en fait, celui-ci est beaucoup plus polarisable que celui-ci parce que l'iode est beaucoup plus grand, donc son nuage d'électrons est beaucoup plus grand. Quand le nucléophile s'approche, les électrons ont tendance à s'éloigner, à se polariser, et donc la rupture de la liaison est bien plus faible. C'est pourquoi celui-ci sera plus réactif que celui-là. Donc voilà pour ce cours qui traite des substitutions de nucléophiles. Je pense que vous avez tous les outils pour aborder les réactions classiques et les exercices classiques sur ces réactions, et je vous dis à une prochaine fois, probablement dans un autre cours qui traitera des éliminations ou encore d'un autre thème en chimie organique. Merci.